L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction, du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3. Comprendre l'actualité, toujours en direct sur Sabari FM, à partir de 16h. Comprendre l'actualité, les autres viennent après nous. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci une fois encore de nous préférer. Bienvenue dans l'émission Comprendre l'actualité. Vous le savez, on a fait déjà l'annonce depuis quelques jours. On vous donne rendez-vous désormais quand il est 16h sur la radio de l'innovation pour vous servir et vous aider à mieux comprendre ce qui fait l'essentiel de l'actualité dans notre pays, en Afrique, mais également ailleurs. Cette émission est reprise en direct sur Fortin Ngolais, sur la 102.9, mais également à Zérekoré, Pacifique FM reprend le signal 96.6 en FM également. Ou partout où vous êtes, vous avez la connexion www.sabarifm.com. C'est le direct. Merci de nous choisir une fois encore et bienvenue dans cette émission essentiellement est consacrée à l'actualité. Cet après-midi, nous avons pour invité l'honorable Amadou Damaro Camara. Vous le voyez déjà sur nos écrans. Il est le président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel, c'est-à-dire le parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Avec lui, nous allons passer au peigne fin ce qui domine l'actualité, notamment cette grogne liée à la hausse du prix du carburant à la pompe. Vous le savez, depuis le 30 juin dernier, le gouvernement a fixé, et ce que certains qualifient de façon unilatérale, le prix du carburant à 10 000 francs et jusque-là c'était à 8 000. Il y a eu des vagues de contestation. Quelle est aujourd'hui la position du parti au pouvoir? Vous l'entendrez dans cette émission. Également, nous allons revenir sur ces résultats des examens, notamment celui du baccalauréat unique cette année. Vous le savez, le taux de réussite a fait 26,04%. Il est du domaine ici qu'on est réellement. Nous allons l'entendre dans cette émission. Qu'est-ce qui pourrait expliquer les causes réelles de ce taux de réussite, mais également nous parlerons de la loi sur la CENI, la nouvelle loi qui fait assez de bruit. Certains estiment que c'est un deal politique entre le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG. Quel est l'avis de la majorité parlementaire? Vous l'entendrez également sur cette question. Et pour m'aider à animer cette émission, nous avons les chroniqueurs habituels qui sont avec moi. Abakar Kondé, bonjour. Bonjour Malik, bonjour à tous. Et bonjour également à Koluba Koivogi. Bonjour et bonsoir plutôt maintenant. Voilà, bonsoir. Voilà. On est trop habitués le matin. Oui, voilà. Également, bonjour à tous, François. Également, tout au long de cette émission, Cheikh Sadibou Ndoye, vous le connaissez, animateur fulgurant de la radio Fortin Ngolais, avec qui nous allons partager cette émission. Oui, c'est pas mal aussi de dire bonjour, hein, nous sommes toujours dans le jour. Voilà. Bonjour ou bonsoir. Bonjour, bonsoir. Selon le temps qu'il fait chez vous. Voilà, merci. Bonjour, bonsoir à tous les auditeurs. Voilà, et bonsoir également à notre invité, honorable Amadou Damaro Camara. Bonsoir à vous et à vos nombreux auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est à moi de vous remercier. Une fois encore, merci de nous préférer. Bienvenue à tous. L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction. Tous les jours, du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3. dès 16h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Une fois encore, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette émission. Je le disais, notre invité parcourt cet après-midi, honorable Amadou Damaro Camara. Il est président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel. Nous ouvrons cette émission par ce qui fait l'actualité toute fraîche. C'est que ce jour, le 1er août, le gouvernement a procédé au lancement officiel de nouveaux bus. Alors, est-ce que vous êtes venu dans un bus ou dans votre véhicule personnel cet après-midi? Je crois que j'ai eu ma première voiture, c'était le 6 novembre 1974. Depuis, Dieu merci, je roule dans la voiture.
Vous ne connaissez donc pas la réalité du terrain, les difficultés que rencontrent les populations? On peut connaître la réalité à partir de la fenêtre, de l'étage, ou en se mettant. C'est pas parce qu'on Vous ne le vivez pas comme ceux-là le citoyen qui se lève à 5h du matin, qui cabelin pour la presqu'île de Kaloum. Dans aucun pays, tous les habitants vivent la même vie. Mais n'empêche que, de ma position, que je puisse voir ce qui se passe et que j'en sois soucieux. Alors, justement, avec cette question liée à la mise en circulation de ces 100 bus, au lieu de 100 bus, on a plutôt mis en circulation, on a annoncé 50 sur les 100, mais 22 sont mis en circulation aujourd'hui, mais principalement sur une route, l'autoroute Le Prince, exceptionnellement. L'autoroute Fidel Castro, l'autoroute Le Prince a été privée. En 2011, quand le président Alpha Condé est venu au pouvoir, sa première tâche a été, dans ce domaine, d'importer 100 bus. En un an, 34 ou 36 avaient été caillassés sur la route Le Prince. De bons citoyens. Et il est resté cette cinquantaine, tant bien que mal, qui n'a pas été aussi bien gérée par le directeur d'alors de la société de transport, du Tragui, comme ça s'appelait. Et aujourd'hui, le nouveau ministre des Transports reprend le flambeau pour pouvoir doter le public de ces moyens absolument nécessaires. Et comme par hasard, dans tous les pays aussi du monde, même dans les grands pays, le transport public est toujours subventionné par les gouvernements. Ce n'est jamais à prix de transport réel, du coup. CNCF en France ou Marta à Atlanta sont financés par les États, sont subventionnés par les États. N'est-ce pas une discrimination de priver provisoirement la route Le Prince, parce que le ministre a dit que peut-être dans un mois... ce n'est pas... La volonté serait... Pourquoi vous parlez de la route de Prince, vous ne parlez pas de la route qui va à Symphonia. Les citoyens qui sont là-bas aussi ne sont pas des citoyens de seconde zone. Et pourquoi vous croyez que c'est à Conakry seulement qu'on a besoin de transport? On n'a pas les moyens d'en mettre à Labé, d'en mettre à Cancan et Zérekoré. Il faut commencer quelque part. Donc si on commence par l'autoroute... Hein? C'est le gouvernement qui le fait croire que c'est Conakry qui est la préoccupation. Non. Toutes les actions mais quand vous parlez de la route, de l'autoroute, et vous croyez que la route Le Prince a été discriminée. Mais votre route qui passe à côté de votre studio là, pourquoi vous n'en parlez pas? Oui, c'est parce que... Alors, ça veut dire tout simplement que nous sommes un petit pays sous-développé qui n'a pas les ressources pour non seulement ses besoins, à plus forte raison ses désirs. Quelque part, il faut commencer quelque part. Donc aujourd'hui, on commence par l'autoroute. Demain, ce sera peut-être la route de Le Prince. Après-demain, on ira à Labéo, on ira à Kissidou, on ira à Cancan, on ira à Zérekoré. Toutes ces villes-là méritent que le transport public de la part de l'État ou des opérateurs. De continuer, par rapport justement à ces bus, la gestion a été confiée à une société étrangère turque. Est-ce que ce projet passé-là, ça a été validé par l'Assemblée nationale? Ce n'est pas tous les projets qui doivent être validés par l'Assemblée nationale. Premièrement, il faut que la chose relève du domaine de loi, c'est ce qui arrive à l'Assemblée, ou que le partenaire demande à ce qu'il y ait une garantie supplémentaire qui serait le cutus de l'Assemblée nationale. Sinon, une société de ce genre n'a pas absolument besoin de passer par l'Assemblée nationale, non. On a pensé que c'était un deal entre la Guinée et la Turquie, qu'il fallait qu'il y ait une convention qui soit là, qui soit ratifiée par le Parlement. Généralement, les Turcs demandent beaucoup, même quand ils le financent pour 200 000, généralement, ils demandent à ce qu'il y ait une convention. S'ils l'ont demandé, ça passera à l'Assemblée. S'ils ne l'ont pas demandé, il n'y a pas de nécessité que ça passe à l'Assemblée. Mais ça doit relever du demande de règlement. Donc un arrêté doit suffire. Que ce soit une société étrangère qui gérera ces bus, alors qu'on
pensez que ça peut être un patrimoine national? Non, c'est un patrimoine national. Je ne connais pas le dossier, mais qu'est-ce que le président fait souvent? À compétence égale, je préfère le Guinéen. Mais aussi longtemps qu'un étranger en sait plus, j'invite mon frère ou ma sœur à apprendre jusqu'à ce que l'on sache à leur niveau pour pouvoir mieux gérer autant que les bus là viennent. Voilà, honorable, déjà moi je suis rassuré parce que je voulais même poser cette question. Nous savons que la mise en place, la mise en circulation, j'allais dire, de ces bus, c'est suite à l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Alors, à un moment donné, les gens ont pensé que c'est pas seulement Conakry qui doit être concerné, mais aussi l'intérieur du pays. Et Dieu merci, vous venez de citer tout de suite le cas de la baie Zérokoré, ça me rassure. Mais je voudrais savoir jusqu'à quand ces citoyens qui sont sur la route Le Prince, ou de l'autre côté, vous avez cité un autre exemple, vont attendre. Puisque le besoin est déjà là. Ça c'est un. Deuxièmement, vous conviendrez avec moi que ceux qui caillassent les véhicules sont peut-être 1000 fois ou 10 000 fois moins nombreux que ceux qui sont nécessiteux. Alors, à l'État, normalement, de prendre des dispositions pour que ces bus soient mis en circulation. Qu'en pensez-vous? Vous savez, aucun chef d'État, s'il le pouvait, juste par une baguette magique, il s'est dit, demain, je veux que toutes les villes du pays soient électrifiées. Aucun chef d'État ne l'aurait refusé. Ou bien que demain, toutes les routes soient goudronnées et que tous mes citoyens vivent aisément dans des maisons décentes. Mais, et je défie aussi quiconque, en 5 ans et demi, parce que j'enlève les 2 ans d'Ebola, mais en 5 ans et demi, qu'on me dise, en allant même dans des pays qui sont des unités de même ordre que la Guinée, quel est le pays qui a développé ou qui a réglé tous ces problèmes de base dans cette période? Il n'y en a pas. Il y a un début à tout. Nous n'avons pas... Les besoins sont là depuis qu'on existe en Guinée. Je ne dirais pas depuis l'indépendance, mais depuis qu'on existe en Guinée. Les besoins existent. Mais est-ce que les ressources sont là pour nos besoins? Il y a certains pays qui sont au niveau déjà de leurs désirs, mais tout le monde n'en a pas. Il y a encore des pauvres, des vraiment pauvres aux États-Unis. Un pays que je connais, j'y vis depuis plus de 25 ans. Il y a des pauvres auxquels on donne encore à manger. À plus forte raison nos pays. Il n'y en a pas un seul. Le plus développé au sud du Sahara, c'est l'Afrique du Sud. Il y a encore des townships, il y a encore de la pauvreté. Qu'est-ce que nous cherchons? Oui, honorable, il n'y a pas de règles sans exception. Je ne dis pas de... Il n'y a pas de règles sans exception. Nous le savons même aux États-Unis. Il y a je vous dis. Donc, si vous me permettez, oui. Par contre, un petit pays comme le Rwanda, comme le Botswana était à 400, il y a 30 ans, était à $400 revenus par tête d'habitant. Aujourd'hui, ils sont à 8 000. Ce qui est extraordinaire. Le Rwanda aujourd'hui, mais il y a juste 20 ans à peine, en 94, à peine, c'était un petit pays pauvre. Il est aujourd'hui cité parmi les pays les mieux gérés du monde, la capitale la plus propre, le système sanitaire le plus performant, le système éducatif le plus performant de l'Afrique. Et quand vous allez sur le net, vous trouverez aujourd'hui des universités créées il y a une 20aine d'années au Rwanda qui sont des classes continentales. Le problème que nous avons, c'est que c'est une dictature éclairée. On ne jette pas de pierres là-bas. On ne marche pas quand on veut là-bas. Il s'est assis avec le peuple, il sait exactement ce qu'il faut pour ce pays. Alors, dans cette même démocratie éclairée, j'ai dit dictature éclairée. Dans cette même dictature éclairée, les autorités ont appris à appliquer la loi mais c'est ce que j'ai dit. Et à répondre également aux revendications des populations. Mais c'est ce que j'ai dit. Ici, notre problème, je suis le chef de la mouvance à l'Assemblée. Il y a un besoin
des réformes à tous les niveaux, de tous les corps en Guinée. L'État doit apprendre, avec le président Alpha Condé, à avoir son autorité. Il ne l'a pas eu. Ça, c'est une réalité. L'impunité est devenue la règle. Je dénonce. Non seulement ici, mais je l'ai dénoncé même à l'Assemblée. Les syndicats doivent se réformer, comme l'a dit le Premier ministre. Le syndicat ne parle pas au nom du peuple. Le syndicat parle au nom d'une frange du peuple, des syndiqués, des travailleurs. C'est pourquoi il y a plusieurs centrales. Il y en a qui s'occupent des travailleurs dans le secteur privé, il y en a qui s'occupent des travailleurs dans le secteur public. Il y en a qui se trouvent des travailleurs dans une simple corporation, une corporation déterminée comme le système bancaire. Aujourd'hui, on parle au nom du peuple. La société civile. La société civile, à l'origine, sont des organisations éducatives, pas revendicatives. Donc il y a ce besoin-là déjà, que l'on comprenne ce dont on a besoin. Malheureusement, nous faisons tous de la politique. Voilà, honorable, moi je reviens sur toutes ces corporations. Je reviens sur le deuxième pan de la question de Ndoye, par rapport à l'axe Le Prince, parce que nous sommes toujours... Non, j'ai dit... Est-ce que ce n'est pas une fébrilité de l'État? Non, mais écoutez, le fait qu'on tire toujours les leçons, on tire, le besoin c'est faire. Mais il n'y en avait pas du tout. Mais attendez, il n'y en avait pas du tout. Il n'y en avait pas du tout il y a 2 semaines. Maintenant qu'on commence, on doit commencer quelque part. Vous alliez me poser la même question. Oui. Pourquoi vous allez à la route de presse? Parce que justement, le besoin social est là. Vous avez parlé tout à l'heure, avec votre permission, Marcel, vous avez parlé tout à l'heure de violence. Ce qui fait aujourd'hui que ces pays comme le Rwanda sont mieux gérés que la Guinée. Alors, nous le savons, la plupart de ces violences découlent des frustrations. Ce que l'État vient de faire aujourd'hui, mettre en circulation les bus, prendre une partie de la capitale et les l'autre, ça va créer aussi des frustrations. Ça va pas amener les gens à se descendre dans la rue pour des scènes de violence. Alors, à l'État, est-ce que c'est pas à l'État de prendre des dispositions justement par rapport à tout ça? C'est tellement facile. L'État, c'est vous et moi. L'État, c'est pas le gouvernement. Le gouvernement, c'est une partie de l'État. Il parle des autorités en charge. Non, voilà. Quand vous parlez des autorités, quand vous dites l'État, c'est vous et moi, c'est vous surtout aussi de la presse. Vous faites partie de l'État. Attendez. Mais quand c'est une partie de la ville qui s'est dit hors la loi, quand ils cassent, ce sont les badauds. Quand on les arrête, ils deviennent des militants. On réclame dans les accords politiques leur libération. Mais c'est eux qui cassent. Dites-moi en quoi une revendication peut amener quelqu'un à casser des bus qui sont là pour vous, pour tous les citoyens. Oui, mais il revient aux autorités également de faire la distinction entre ce dont vous qualifiez de loubards arrêtés et qui doivent être jugés. Carrément, ça devrait servir de leçon. Mais je commence par ça. C'est ce que j'ai dit. Je dis qu'il y a un besoin que chacun fasse son rôle, que l'État fasse, que le gouvernement fasse respecter l'autorité de l'État. C'est ce que j'ai dit. Mais chaque fois qu'on a essayé, on dit on nous a caillassé, on nous a gazé, on nous a, je sais pas. Ça risque d'être un aveu d'impuissance de la part de... Non, justement, parce que vous vous trompez d'abord de personne. Je ne suis pas le gouvernement. Je suis un législateur. Je sais. Je ne réponds pas du gouvernement. Je ne dis pas un aveu d'impuissance de l'honorable, du gouvernement, par rapport à la gestion de ce taxe. Je ne parle pas. Mais vous avez votre point de vue en tant que citoyen simple. Je ne parle pas au nom du gouvernement. Je ne suis pas le Premier ministre. Je le sais. Voilà. Encore moins le porte-parole. Voilà. Je ne suis pas le Premier ministre. Je ne suis pas le porte-parole du gouvernement. Je suis le chef d'une mouvance à l'Assemblée nationale. Je donne la position de cette mouvance. Je donne ma position en tant que citoyen. Je dis que nous avons réclamé au gouvernement de respecter la loi. D'accord. Respecter et faire respecter la loi. Voilà. Nous allons continuer cette émission. Je rappelle, si vous venez de nous prendre en marche, que nous avons pour inviter cet après-midi honorable Amadou Damaro Camara. Il est le président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel. Avec lui, nous passons au peigne fin, ce qui fait l'actualité. L'actualité reste également dominée par la hausse du prix du carburant, suivie des vagues de contestation. Et quand vous avez appris la nouvelle, parce que c'était tard la nuit quand même du 30 juin que ce communiqué est tombé sous la tête des Guinéens, quelle a été votre première réaction en tant que citoyen? J'ai reproché d'abord au gouvernement pourquoi faire un communiqué, pourquoi faire un arrêté. C'est une marchandise comme toutes les autres qu'on achetait à 46,
Aujourd'hui, c'est à 70, qu'ils le revendent à un prix un peu plus élevé que quand on l'achetait à 46. Pour moi, c'est tout à fait normal. Moi, je suis habitué à ça. Ceux qui ont la chance Le gouvernement n'avait même pas besoin de faire... Mais absolument pas. C'est-à-dire qu'on aurait dû venir à cette flexibilité. La Guinée ne produit pas de pétrole. La Guinée n'en raffine pas. La Guinée n'a aucune raison, n'a aucun pouvoir de vendre moins que même les pays qui produisent une bonne partie de leur production nationale. La Guinée, les 10 000 francs guinéens, c'est l'essence la moins chère de tous les pays voisins. Vous allez dire qu'un problème de pouvoir d'achat, vous croyez qu'on vit plus mal que les Bissau-Guinéens ou plus mal que les Léonais? C'est pas vrai. Ou les Libériens, nous les connaissons, c'est pas vrai. C'est ici qu'ils viennent s'approvisionner. Par ailleurs, si vous voulez qu'on en parle, est-ce que le prix de vente n'est pas supérieur au prix de revient, c'est-à-dire après le prix d'achat, comme vous le dites, et toutes les dépenses effectuées? Nous savons que la Guinée ne produit pas de l'essence. Et il y a des machines, il y a des stratégies qu'il faut mettre en place. Notamment, vous avez parlé du système ce qu'on utilise pour raffiner l'essence avant de la vendre, n'est-ce pas? Oui. Et donc, il y a toutes ces manœuvres qu'il faut faire. Ce qui fait que, après l'achat, il y a aussi des dépenses qu'il faut faire avant qu'on ne revienne au prix de revient. Oui. Mais il est supposé que parfois, le prix de vente est supérieur au prix de revient. Oui, mais et de ce fait, est-ce qu'on peut parler de la subvention de l'État par rapport au prix du carburant pour que le Guinéen lambda à la base puisse, comme on le dit, payer les frais de ce que l'État lui-même devrait dépenser? Nous souffrons de la dureté d'une habitude. Le Guinéen est habitué à l'État-providence. Le Guinéen est habitué à attendre tout de l'État, comme on a l'impression. Quand vous voyez, c'est là où je reproche à nos sociétés sociales. Quand il y a coupure de courant, on sort, on va casser les transfos. Je n'ai jamais entendu une de ces organisations de société civile prendre des dispositions pour pouvoir éduquer ces populations. Vous arrêtez 100 de ces casseurs. Condition, montrez-moi votre dernière facture d'énergie payée, vous allez tous les garder en prison. Ça veut dire tout simplement que ça n'a rien à voir avec le courant. On a une habitude. Deuxièmement, les 10 000, il me posait la question si j'ai été surpris. Je n'ai pas été surpris parce que nous avons déjà vendu à 10 000 ici. Quand le baril était à 56 000. 56 $. Quand c'est descendu plus bas, on est venu à 9, puis à 8. Et aujourd'hui, on est dans les environs de 70, un peu plus, un peu moins. Qu'on revienne donc à 10, au niveau où c'était à 56, ce n'est d'ailleurs qu'une utopie. Parce que nous sommes les seuls à vendre à 10. En Sierra Leone, c'est 11 300. Au Mali, c'est 11 550. En Côte d'Ivoire, c'est 11 450. À Guinée-Bissau, c'est 11 000 et quelques. Dans toute cette sous-région, tout le monde vend aujourd'hui à plus de 11 000. Expliquez-moi pourquoi la Guinée qui n'en produit pas. Mais ça coûtait quoi au gouvernement d'approcher les partenaires sociaux? Mais ce n'est pas un sujet. C'est ça, ce que je dis. Je dis que le président Alpha Condé, depuis qu'il est venu au pouvoir, il a géré comme s'il était en cohabitation. Il doit demander l'avis de l'opposition pour appliquer la loi. Il doit demander le syndicat. Maintenant, il se réveille. Je suis un homme qui veut le consensus, qui veut la concertation, d'accord. Mais si on fait le consensus, on demande le consensus au nom de la paix et de la stabilité. Mais en fin de compte, tu n'as ni paix, tu n'as ni stabilité, tu n'as pas respect de la loi, il faut mieux respecter la loi. Ce n'est pas un réveil en retard, mais on vient de se rendre compte que ce consensus qu'il a toujours recherché, cette démocratie participative, finalement, ça ne sert à rien. Je vous donne un dernier exemple que l'on traîne depuis 6 mois. Sur les 342 communes, 330 n'ont absolument aucun problème. La loi est claire là-dessus. Après les élections, s'il n'y a pas de contentieux, on installe les élus. C'est l'opposition qui dit oui et on obtempère. Non, et puis on obtempère. Voilà le fameux consensus qu'on recherche. Honorable du prix du carburant, vous dites que
l'État ne devait même pas annoncer à plus votre trésor. Parce que ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Okay, mais, alors qu'ici, oui. Il y a eu un protocole qui a été signé, oui. Que les uns et les autres devaient respecter. Oui. Cette fois-ci, l'État a fait fi à ces protocoles, a décidé d'apporter. Je vais vous dire que c'est moi qui ai négocié ce protocole. La grève de 2016, ça s'est terminé à l'Assemblée nationale, si vous vous souvenez. Oui, effectivement. C'est moi qui les ai invités à venir en discuter. Il y avait 15 points de revendication. L'Assemblée s'était portée garante. Et je l'ai fait. Ouais. J'ai dit, nous avons demandé, premièrement, tout ce qui relève du domaine des règlements, dites-nous quels sont les arrêtés, quelles sont les nominations nécessaires et donnez-nous les ministères. Nous les avons alignés dans une colonne. Tout ce qui relève du domaine de la loi, c'était les transferts de la retraite, des pensions à la caisse de prévoyance, etc., etc. La loi des finances qui a suivi, nous avons procédé à ces réaménagements budgétaires pour transférer à la caisse de prévoyance. On a demandé aux différents ministres de faire les nominations. Il restait le point sur le pétrole. Il leur a dit, écoutez, tout ce que l'État a aujourd'hui après les 2 ans d'Ebola, vous avez dit que l'État vous dit que les caisses sont vides. C'est vrai. Le gouvernement vous dit que les caisses sont vides. C'est vrai. Elles sont vides. Vous dites, c'est pas vous qui les avez vidées. Vous avez raison aussi. Mais une question commune. Est-ce que les caisses ont été remplies? La réponse, c'est non. Si vous demandez à ce qu'on baisse le prix du pétrole, même les salaires que vous considérez aujourd'hui minima, insuffisants, l'État sera incapable de les payer. Donc ce n'est pas négociable. J'ai fait la franchise avec eux. Nous avons fait un comité de suivi qui était présidé par moi-même. Nous avons tout arrêté. On a dit, quelle que soit l'augmentation du prix du baril, ça restera à 8 000 jusqu'en décembre 2016. 18 mois après, on a gardé les 8 000. Malgré tout ce qu'on faisait. C'est ce que donc l'accord n'était valable qu'en décembre 2016. Bien sûr, si ça baissait trop ou si ça augmentait, on devrait se revoir pour pouvoir fixer de nouveaux prix. Mais nous avons respecté les 8 000 pendant toute l'année 2017 et les 6 mois de 2018. Quand on parle de non-respect des accords, c'est devenu un refrain, mais voilà de quoi il s'agit. Honorable, nous le savons tous que l'augmentation du prix du carburant à la pompe a une répercussion sur la vie du Guinéen, notamment quand vous prenez les salariés. Quand il est question de comparer la Guinée à la Côte d'Ivoire ou à la Sierra Leone, parlant justement du prix du carburant à la pompe, toujours nous entendons le gouvernement donner des exemples. Et au même moment, quand il est question de comparer les salaires entre celui qui est payé en Guinée ici et celui qui est payé en Côte d'Ivoire, ça n'a pas été le cas. Je suis d'accord. Est-ce que au niveau du gouvernement, c'est vrai que vous n'êtes pas du gouvernement, mais à l'Assemblée nationale aussi, vous y pensez, est-ce qu'il sera question de revoir un petit peu la grille salariale des fonctionnaires guinéens, conformément à l'augmentation du prix du carburant, puisque on établit des comparaisons du prix du carburant à la pompe entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée, et au même moment le salaire, c'est pas le cas. Oui, le salaire est juste un élément du pouvoir d'achat. Il faut voir le pouvoir d'achat du Guinéen et le pouvoir d'achat de l'Ivoirien, du Sénégalais, mais aussi du Léonais, du Libérien et du Guinéen de Bissau. Le pouvoir d'achat du Guinéen mais moins élevé donc par rapport au pouvoir d'achat de l'Ivoirien ou bien du Sénégalais. Oui, le pouvoir d'achat de l'Ivoirien et du Sénégalais, oui, mais beaucoup plus élevé que le pouvoir d'achat du Guinéen de Bissau, du Léonais et du Libérien. Mais dans ces pays, malgré tout, dans ces pays, j'en parlais tout de suite dans le bureau de votre de M. Cissé. De M. Cissé. Je le défiais s'il peut trouver un fer à repasser électrique en vente au marché de Bamako ou de Dakar ou d'Abidjan. Vous n'en trouverez pas. Il faut chercher ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut s'offrir de repasser ses chaussettes avec le fer à repasser électrique. Ici, c'est à tous les carrefours. Parce que le courant, pratiquement, est gratuit, n'est pas payé. L'eau, on n'en a pas.
Mais il n'est pas facturé. Très peu ont des compteurs chez eux. C'est forfaitaire. On vous envoie quelque chose qui est supportable quand on s'en plaigne. C'est tout ça là qui fait partie du pouvoir d'achat. Et le salaire n'est qu'un élément du pouvoir d'achat. Mais qu'est-ce qui se passe réellement dans ce monde du pétrole aujourd'hui en Guinée? Il faut que vous sachiez que c'est devenu une nébuleuse, que c'est devenu une filière qui va coûter trop cher à vous, à nous et à ces travailleurs et à ces pauvres, au panier de ces pauvres ménagères. Je vais vous donner quelques exemples. C'est tellement patent de ce trafic vers les points frontaliers qu'entre Sigri et Kouré-Malé, c'est 85 km. Appelez quelqu'un maintenant. Je suis prêt à lui envoyer le prix de 10 litres qu'il compte les stations de Kouré-Malé, de Sigri à Kouré-Malé, 85 km. On l'a compté il y a 5 jours. C'est 53 stations. Et quelle est la raison? Le trafic. Parce qu'on approvisionne les pays voisins. De Koya, c'est plus proche de vous. Prenez Koya, Pamalap. Vous avez plus d'une vingtaine de stations sur 60 km. Le but, c'est pour envoyer du carburant à l'extérieur. Je donne ces stations sur le sol guinéen. Mais il y a bien ces stations se trouvent sur le territoire guinéen, non? Le quoi? Ces stations se trouvent sur le territoire guinéen. Mais c'est ce que j'ai dit. Physiquement, oui. Mais arrêtez-vous à 80% de stations, on vous dit non, sans Emouna, il n'y en a pas. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner rapidement un exemple. Si vous vendez une citerne de 40 000 litres à Kouré-Malé, c'est 320 millions. 2 kilomètres plus loin, de l'autre côté de la frontière, c'est 462 millions. C'est 142 millions par citerne seulement de 40 000. Faites-en une dizaine dans la semaine, ça vous fait 1,420 milliard. Voilà, honorable, c'est voilà la nature du trafic. C'est parce que tout simplement les services douaniers ne jouent pas pleinement leur rôle. Ce n'est pas attendez, c'est très facile de dire. Non, ce n'est pas une facilité, on parle des faits plutôt. C'est une facilité de dire. Quand je gagne 1,4 milliard par semaine et que je suis prêt à donner 400 millions, je peux passer les bras. D'où la nécessité de lutter contre la corruption. Mais, non, attendez. Aucun pays comme la Guinée, sur ce continent ou ailleurs, n'a les moyens de contrôler la totalité. Mais on peut minimiser. On n'a pas besoin. On ne peut pas lutter efficacement à 100%, mais on peut minimiser quand même. Oui, mais il y a quelque chose de plus efficace. C'est de vendre au même prix que les autres. Et au même moment, on ne minimise même pas. Il n'y aura plus un. Oui, c'est important ce que vous dites. C'est important ce que vous dites, c'est-à-dire harmoniser le prix du pétrole, du carburant en Guinée, tout comme les autres pays de la sous-région. Et au même moment, il faut harmoniser le prix du salaire, plutôt le salaire de ceux-là, le minimum de salaire. C'est ce que j'ai dit. La Guinée est le seul pays. Je vais vous dire aussi dans la sous-région. C'est vérifiable. Hein? Le téléphone est le moins cher en Guinée que dans tous les pays voisins. Le téléphone. Le riz, la farine, l'huile, tous les biens de première nécessité sont entièrement subventionnés. Pas un rond payé en termes de douane. Ce n'est pas le cas dans les autres pays, voilà. Mon cher frère. Honorable, l'État dans sa démonstration avait dit avoir perdu entre octobre 2017 et juin 2018 765 milliards parce qu'il continue à subventionner, mais également avec ce trafic que nous connaissons au niveau des frontières. Mais après, quand on fait une petite comparaison, par exemple, avec le Gabon, le même problème pratiquement s'est posé, mais ils ont fait une ponction au niveau des fonctionnaires de la présidence. Tel n'est pas le cas par exemple en Guinée. On demande beaucoup plus aux Guinéens lambda, aux populations de serrer la ceinture, de fournir assez de fonds. Mais c'est vous êtes un communicateur. Le Gabon n'a pas fait fonction seulement de la présidence, a baissé le salaire de tous les fonctionnaires de la fonction publique. Parce qu'il y a un problème que vous ne connaissez pas économiquement. Attendez, je vais vous dire ça. Attendez, je vais finir. Dès que la masse salariale... Attendez. Vous n'avez pas laissé, il n'a pas fini avec sa question. Non, c'est-à-dire, laissez-moi vous poser la question. Ce qu'il dit déjà du Japon, du Gabon, n'est pas ça. Ce n'est pas mais les fonctionnaires de la présidence n'ont absolument aucune. Il n'y a pas 1000 vous estimez, dans une présidence. Vous estimez
prenons 1000 travailleurs. Vous êtes d'accord tout de même qu'en Guinée, les ministres et ceux qui sont à la présidence sont vraiment des enfants gâtés. C'est des enfants vraiment bénis. Je m'excuse, le ministre guinéen est payé à 10 millions. Moi, je suis payé à 15 millions. Vous connaissez il y a des syndicalistes qui sont payés à 30 millions. Honorable, je parie que... Vous n'ignorez pas quand même dans quelles conditions ils vivent, au-delà de leur salaire. Ce que vous croyez être... Comment ils font? Dites-moi. Comment il faut pour avoir de l'argent au-delà de leur salaire? Vous me posez la question ou bien vous voulez répondre? Non, je vous pose la question. Alors, c'est une interview ou un interrogatoire? C'est une interview. Vous me posez la question et vous me laissez répondre. Moi, je ne vais pas dans la langue de bois. Je prends l'exemple d'un ministère qui a 50 milliards de budget annuel. De toute façon, il ne peut pas prendre plus que les 50 milliards. Il n'a pas où prendre. Les 50 milliards, tu as 27 à 30 milliards, c'est le salaire du personnel, le traitement du personnel. Les 20 autres milliards, à ce jour, nous sommes à la fin du 7e mois de l'année. Aucun ministère n'a tiré encore plus de 20% de ce volet dépenses, de ce budget-là. 20%. C'est pourquoi d'ailleurs nous allons avoir à partir du 12 août une LFR, une loi de finances rectificative, parce que le volet dépenses n'a pas été exécuté. Et c'est la Attendez. C'est des mesures très récentes. Attendez. Nous sommes... C'est des mesures très récentes. Honorable. Non. Si. Mais attendez. Comment les ministres... Mais attendez. Honorable. Prenez... C'est-à-dire, ce que vous oubliez, c'est que nous sommes dans une économie libérale. Il n'est pas interdit à un ministre d'avoir des activités. Si vous croyez que moi je ne vis qu'avec mes 15 millions à l'Assemblée... Ah, vous avez des activités donc? Absolument. Honorable. Non seulement j'ai des activités, oui. Mais non seulement j'ai des activités, oui. Mais je vous jure, oui. Et je ne suis pas en train de dire à ceux qui viennent me voir, mais il m'arrive de dépenser par semaine plus de 30 millions pour aider les gens. Oui, honorable, je parie qu'il y aura le courant si toutefois l'électricité arrivait à partir aux environs de 20h parce que vous avez un groupe électrogène chez vous. Pendant ce temps, il y a beaucoup de vos cohabitants qui n'en ont pas, oui. Et qui ressentent le même besoin que vous. Oui. Parce que ça, souvent, ça peut créer aussi des frustrés. Oui, alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Oui, mais en 2010, vous avez un groupe électrogène, en 2010, vous avez les moyens de payer le carburant pour alimenter, qu'il n'y a pas le courant. Oui, mais vous faites comme si le manque de courant juste a commencé quand Alpha est venu. Est-ce que c'est avec Alpha qui a arraché des poteaux, ou qui a cassé des ampoules, ou qui a arraché des tuyaux du sol? Non. Oui, mais non. La Guinée existait il y a 60 ans, déjà en tant que république, il y a 60 ans. Alpha en version réelle est là depuis 5 ans et demi. Ah, il y a Alpha en version... non, ce que je veux vous dire, dans votre âme et conscience, c'est vous qui savez, si en 2010, il y avait plus de courant en Guinée que maintenant. Oui, il prend l'exemple de groupe électrogène. Tout le monde était au groupe électrogène en 2011. La frustration, c'était contre qui? Moi, j'ai des questions là, franchement. Non. Je veux plutôt revenir sur votre communication, la raison, la difficulté observée par des ministres ou alors des ministres et d'autres directeurs généraux dans le cadre du décaissement. Vous avez parlé de la loi en cours, 20% seulement de leur budget aurait été décaissé. De fonctionnement. Pour les dépenses. Mais pourquoi toute cette difficulté-là? Pourquoi il n'y a pas eu... Parce que, à cause de certaines activités, il n'y a pas eu d'entrée de recettes suffisamment pour pouvoir faire face à certains types de dépenses. C'est aussi simple que ça. Alors, nous n'avons aucun intérêt. Le gouvernement et aucun gouvernement au monde n'a aucun intérêt à ne pas mettre ces populations, même pour des raisons électorales, dans toutes les conditions, si elles peuvent. On ne peut pas. Parlant de cette augmentation, il y a que de l'autre côté le cas d'Avas, c'est-à-dire le syndicat ou les acteurs de la société civile, qui disaient qu'il y avait d'autres possibilités d'entrée d'argent pour l'État que de faire face à cette augmentation, notamment avec les régies financières, en jouant sur les dépenses de l'État, en essayant de lutter contre la corruption, l'argent qui est perdu, en essayant de les récupérer. Est-ce que vous ne pensez pas... Ils sont dans un sillage que nous, on a entamé pour le budget 2017. Par ma voix, notre groupe a décidé de ne pas voter le budget. Et que nous voyons qu'il y a des recettes administratives qui doivent être mobilisées.
nous avons même officiellement demandé au ministre des Finances et du Budget de demander au Premier ministre de dire au président de la République de prendre une ordonnance, parce qu'il a ce droit, de faire actionner le budget parce que nous ne voulons pas voter. 10 jours après, on a eu 436 milliards de mobilisation. L'année dernière, et au cours de l'année, nous avons amendé les lois sur la gouvernance financière. Mais, avant son application, pour le budget en cours, nous avons mobilisé en budget, en recettes non prévues, 1060 milliards de francs guinéens. Donc les syndicats ne nous apprennent rien. Nous sommes en train déjà de faire ça. Nous leur avons dit tout simplement. L'effort, ils le demandent à l'État, pas à vous. Est-ce que est-ce que c'est logique ce qu'ils ont donné comme proposition? Ce que j'ai fait, ce que nous avons fait plutôt, excusez-moi le mot ce que nous avons fait à l'Assemblée, mais en fin de compte, c'est le ministre du budget, c'est le ministre des Finances. Il ne s'agit pas de l'Assemblée, l'argent là n'est pas recueilli par l'Assemblée nationale. Mais en exigeant, en leur disant, si vous ne faites pas ceci, si vous ne faites pas cela, c'est comme ça qu'on a engrangé ces fonds. Mais qu'est-ce que je veux dire? Refuser de négocier n'est pas une preuve de fermeté, comme le disait Henry Kissinger. Un syndicat n'est syndicat qu'autour de la table pour pouvoir trouver quelque chose pour se syndiquer. Et nous demandons de venir autour de cette table. Qu'ils viennent même avec nous pendant la LFR pour nous dire voici ceci, voici cela. L'Assemblée a un seul rôle dans le budget. Dans un même service budgétaire, nous avons le droit de bouger une ligne vers une autre sans déranger l'équilibre général. On a deux questions en une. Est-ce que depuis que vous êtes installé, il y a eu une action, une enquête parlementaire sur un département ministériel par rapport à une gestion ou sur un projet? Non, non malheureusement. Ok. La deuxième question, devant vous, Kassori le reconnaissait, le train de vie de certains hauts cadres qui étaient en défaveur avec la réalité, parce qu'ils disent que c'est une insulte de voir certains hauts cadres vivre, comme Malik l'a dit, des petits rois. Est-ce que c'est également la remarque du député que vous êtes? Non, ce n'est pas la remarque du député, mais je l'ai dénoncé à la tribune de l'Assemblée, en disant même que le Premier ministre était assis, j'interpellais le Premier ministre Mamadi Yula, que c'était inacceptable que des directeurs de régie fassent de la politique publiquement et ouvertement avec l'argent du public. C'était à la tribune. Ce n'était pas dans un studio ou dans un salon. Non, à la tribune. Quand j'appelais pour le vote, je l'ai interpellé. Ce n'est pas normal. Mais un syndicat négocie parmi les possibles. On ne négocie pas l'impossible. Venez autour de la table, on s'asseye, on regarde le budget. Parce que le problème, c'est que nous faisons tous les budgets sont déficitaires à l'origine. Et une possibilité, une autorisation, l'Assemblée donne l'autorisation au ministre en charge du budget et des finances de rechercher des financements pour financer le gap. Maintenant, on peut creuser ce gap, si c'est ce que le syndicat veut. Parce que tout déplacement de lignes serait abandonné. Quelque chose qui devrait être fait dans un domaine pour envoyer dans un autre. C'est ça le budget. Voilà. Le budget veut dire tout simplement, prenez là où il y en a, envoyez là où il y en a peu ou là où il n'y en a pas du tout. Nous allons refermer cette parenthèse par recueillir votre réaction par rapport à cette décision qui fait assez de bruit. Il y a le gouvernement qui interdit toute manifestation jusqu'à nouvel ordre. En tant que législateur, qu'est-ce que cela vous fait? C'est un droit constitutionnel de manifester. Mais on a toujours lu les dispositions légales jusqu'à l'alinéa qui nous arrange. On ne veut pas aller au-delà. Mais il est dit aussi, si les autorités considèrent que de telles manifestations sont porteuses de risques de troubles à l'ordre public, l'article 623 du Code pénal, on peut l'interdire. Et je crois que c'est cet exercice. La décision elle est claire. On dit toute manifestation est interdite en Guinée jusqu'à nouvel ordre. Oui.
Je parle de ça. Oui, mais c'est de cela qu'il s'agit. Oui, cette façon pacifique qui Le ne trouve pas l'autre. le parlementaire que vous êtes, ça vous fait absolument rien? Non, je ne suis pas indifférent à tout ce qui se passe en Guinée. Je suis, et croyez-moi que ma position, apparemment, on croit que c'est une position d'aisance. Elle n'est pas du tout une position d'aisance. Parfois, je passe très difficile et je passe des nuits blanches souvent. Parce que entre votre conscience et votre appartenance. Non, mon appartenance. Parfois vous êtes en contradiction. Mon appartenance n'est pas une fin en soi pour moi. J'ai 67 ans. Dieu m'a donné ce qu'il a voulu me donner. Je l'en remercie infiniment. Je n'ai absolument aujourd'hui aucune raison de me prostituer pour quoi que ce soit et pour qui que ce soit. Ça c'est clair et tout le monde connaît ça de moi. Je ne suis demandeur de rien. Je n'ai jamais demandé un poste ni un franc. Donc, je le dis à la radio, on m'écoute, qu'on me donne la preuve du contraire. Ceci dit, on est en Guinée aujourd'hui, on parle de démocratie, mais on a rendu le pays ingouvernable. Tout le monde a le droit de parler. Ce n'est pas la liberté à côté de la liberté d'expression ou d'exercice de telle ou telle activité, il y a la responsabilité de l'exercice. C'est le seul pays au monde où l'opposition peut demander à manifester. Maintenant, on casse, puis il demande à l'État de rembourser les casses. Dans aucun pays du monde, dans tous les pays du monde, vous demandez à manifester, vous inscrivez et vous indiquez les responsables de la manifestation. Et s'il y a garbus, c'est votre responsabilité. Vous estimez aujourd'hui que cette décision doit rester maintenue? Non, mais elle n'est pas définitive. Quand on dit de nouvel ordre, ça peut être dès le lendemain, dès le surlendemain. Dès que la situation, ils ont plus d'informations que moi, et vous et moi. Dès qu'ils trouveront, si vous saviez, tout ce qui s'est passé, tout ce qui a commencé à être tramé, ça n'a rien à voir avec le prix du pétrole. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est tramé? Le sabotage, l'empêcher de gouverner. Vous voulez dire que c'est politique peut-être? Mais absolument, mais c'est politique. Mais qui fait la politique? C'est politique. Il y a 20 274 quelque chose comme ça de litres de carburant qui avait été annoncé par les syndicalistes comme étant, je dis bien, il y a 20 000 et quelques de litres de carburant qui avaient été annoncés par des syndicalistes comme étant une dépense, quand nous parlons de carburant, bien sûr, journalière de quelques départements ministériels. Lui-même, Mansaré vous a dit combien il se fait payer sur les contributions des travailleurs, c'est 30 millions par mois. Il est 2 fois plus payé que le député. Qui paye l'argent, 30 millions? La caisse de sécurité sociale, en tant que PCA. Il dit qu'il ne prend rien. Oui, et après il dit honteusement que c'est le gouvernement français qui le traite. Qui le prend en charge. Il a la possibilité d'aller en France à Paris le lundi, revenir le samedi pour dire n'assurez pas le service minimum aux pauvres qui semblent ou qui est considéré défendre, ne vous occupez pas dans les hôpitaux, quittez même s'ils meurent. C'est ça la responsabilité syndicale? Nous allons poursuivre le cours de cette émission tout en observant une courte pause. On revient pour la suite de cette émission. Si vous êtes à l'intérieur du pays, vous nous pratiquez grâce à Pacifique FM 0 Corée, mais également Fotengolais 102.9. On me fait signe que j'ai encore 5 minutes avant la pause. Alors toujours, nous allons rester autour de cette question relative à la hausse du prix du carburant. Il y a les négociations, même si c'est vrai que c'est des négociations boiteuses. De temps en temps, on se donne rendez-vous, après ça échoue. Et selon vous, quelle est la solution à privilégier aujourd'hui? Parce que il y a certains Guinéens qui estiment aujourd'hui qu'il faut couper la poire en deux, c'est-à-dire ramener le prix au moins à 9 000, mais le Premier ministre en fait une question d'honneur. Non, ce n'est pas... Je connais très bien Kassouri depuis plus de 40 ans, c'est vraiment un ami. Vous ne pouvez pas dire le contraire quand même par rapport à cela, il en fait vraiment une question d'honneur. Non, il a une responsabilité. Il doit conduire l'économie. Il doit justement, c'est lui aujourd'hui qui a la responsabilité d'améliorer les conditions de vie de ces populations au nom desquelles ces messieurs s'agitent. C'est lui qui a la responsabilité. Le président de la République, c'est le seul qui a la légitimité, par le suffrage universel, de parler au nom du peuple.
C'est pas des associations autoproclamées. On s'est réunis dans un machin, on fait des statuts, on va prendre l'agrément au ministère de l'administration du territoire, après on vient dans la rue, on dit je parle au nom. Les gens adhèrent. Non. Les gens adhèrent à ces agréments. Oui, franchement. Écoutez, non mais attendez. Qui ne peut pas avoir 100 copains? Chacun peut trouver 100 copains, ils vivent de ça. Mais on parle bien de l'administration. Non, mais on parle bien des fonctionnaires également. Et même des autres privés. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Un syndicat, donc, aurait dû parler au nom des syndiqués. Celui qui n'est pas syndiqué n'est pas le problème d'un syndicat. Si moi je trouve que je peux me débrouiller seul, je n'ai pas besoin d'être défendu par un syndicat. Attention, quand on ne m'empêche pas. Quand je vois des syndicalistes arrêter des véhicules pour les empêcher de circuler, c'est ça le syndicalisme? C'est ça le respect de la loi? Ça s'est fait où? Mais partout. Le jour où ils ont demandé ville morte. Oui, mais on a vu également des forces de sécurité investir quand même la bourse du travail. Mais bien sûr. C'est le travail. Mais et puis, à 5 heures du on a vu même le gouverneur. À 2h du matin. Vous-même, vous dites les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui. Moi, j'ai dit forces de sécurité. J'ai utilisé plutôt force de sécurité. Moi, je préfère force de sécurité. Même ça. Nous tenir la sécurité. Parce que cette situation que vous dénoncez n'est pas l'apanage que des syndicats. On a vu également le gouverneur de la BCRG en 2016 également aller en compagnie des services de sécurité tenter d'ouvrir de force des banques qui avaient été fermées parce que des acteurs avaient observé. Là n'est pas ma question. Je veux juste dire, même les mesures d'accompagnement qui ont été annoncées par le gouvernement pour appuyer cette hausse du prix du carburant ou alors pour alléger la souffrance des populations, ces mesures d'accompagnement ne sont pas respectées ou tout au moins ne sont pas appliquées. Notamment le prix du sac de riz là, franchement. Nous avons eu des témoignages à l'appui puisque cela il s'agit quand on achète un sac de riz à 315 000 à Daramayaki, on a écouté dans Télimélé, vous savez ce qu'on parle, et le transport où à Sangaridi par exemple 315 000, le transport pour Damayaki 15 000, vous le trouvez à 330 000. C'est un citoyen qui peine à trouver 850 000 francs le mois. Vous confirmez ce que je viens de dire. Je dis que le Guinéen s'est habitué à l'État-providence. Vous savez, quand nous on était à l'école, on appelait le riz blanc le riz des fonctionnaires de Conakry. Personne n'en voulait. Et on se cachait, et certains vous êtes de Massanta, on se cachait pour manger ce riz à Massanta. Même le riz de Gekedou, qui ne paraissait pas de très bonne qualité, quand ça venait, on mangeait ça pendant la période de soudure. On est dans un pays où le projet en masse là. On a arrêté de cultiver. Il faut continuer à demander. Il faut continuer à demander aux gens. Merci également à notre invité de patienter. Nous allons observer une courte pause. On revient dans ce studio pour la suite et la fin de cette émission. Une fois encore de nous choisir et merci de garder votre position d'écoute. Vous êtes sur Sabari FM en synchronisation avec Fotengolais sur la 102.9 mais également Pacifique FM à Zérekoré sur la 96.6 ou partout où vous êtes, vous avez la connexion www.sabarifm.com, c'est le direct. L'émission Comprendre l'actualité se poursuit. La deuxième partie et la fin, c'est toujours avec notre invité parcours, honorable Amadou Damaro Camara. Il est président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel, c'est-à-dire le parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Avec lui, nous passons au peigne fin, ce qui fait l'essentiel de l'actualité. La deuxième partie ou le deuxième volet de cette émission, c'est cette fameuse loi, je mets fameuse entre guillemets, sur la CENI, la nouvelle loi. Certains estiment, honorable, que c'est un deal politique entre l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel, rallonger un peu l'UFR. Oui, ce sont les trois principales forces sur l'échiquier national de toute façon. C'est un deal. Non, je dis que ce sont les trois principales. C'est trois. Il y a d'autres forces politiques aussi. Non, je dis laquelle? Bon, le BL par exemple. Il y a d'autres forces politiques. Je fais la publicité, le BL. Le BL avec 54 000. Le PDN. Avec 54 000, mais le PDN est intéressé. De quoi il s'agit? D'accord. Nous avons eu un atelier sur les CENI. Nous avons invité des experts du Ghana, du Burkina, du Sénégal et de la Guinée, donc, pour les comparer. D'abord, il faut qu'on sache que
la CENI n'est pas un organe de démocratie. La CENI est une anomalie dans la démocratie. Elle résulte de manque de confiance. Un organe de gestion des élections. Non, je dis un organe de gestion, un organe d'anomalie de la démocratie. Elle est née du manque de confiance entre les acteurs politiques d'un côté, les acteurs politiques et le gouvernement de l'autre côté. Il n'y a pas de CENI en France, il n'y a pas de CENI en Europe, il n'y a pas de CENI aux États-Unis, il n'y a pas de CENI au Mexique. Il y a CENI dans plusieurs pays africains. Mais ce que j'ai dit, c'est une anomalie démocratique. Parce qu'on n'a pas confiance à ce qui aurait dû être. Au Sénégal, qui est le premier pays démocratique de la sous-région, n'a pas de CENI. Une Sénat qui juste supervise les opérations du ministère de la Sécurité de l'Intérieur, qui n'a pas empêché l'alternance. Diouf a été battu par Wade, Wade a été battu par Macky Sall, et c'est tout organisé par le ministre de l'Intérieur. Ceci dit, nous nous sommes rendus compte à cet atelier que la CENI de la Guinée est la plus budgétivore dans sa structure que toutes les CENI de la sous-région. Nous nous sommes rendus compte que c'est une CENI qui a des budgets électoraux les plus élevés de la sous-région, même dans les pays qui ont le double de notre corps électoral. Il fallait faire quelque chose. Premièrement, nous avons voulu une CENI technique, entre guillemets. Mais la suspicion politique en Guinée, il ne faut pas se voiler la face, a atteint un tel niveau que si tu t'appelles Baldé, forcément que tu fasses de la politique ou pas, on te pousse dans un camp. Si tu t'appelles Keïta, tu ne peux être que du RPG ou du PDN. Malheureusement. Notre constitution aussi dit que pour participer aux deux élections majeures, les législatives et les présidentielles, il faut que ce soit les partis politiques qui présentent des candidats. Donc nous nous sommes dit, si ce sont les acteurs-là, qu'on laisse ces acteurs-là choisir leur arbitre. Mais pour les défauts, les insuffisances de notre CENI, nous avons réduit de 25 à 17, ce qui est déjà une économie d'échelle. Nous avons réduit la participation des politiques de 20 à 14, la société civile de 3 à 2 et l'administration de 2 à 1. Ensuite, nous sommes partis à travers, nous avons regardé le budget. Si vous vous souvenez, toute la guéguerre à la CENI, ce n'était pas pour la performance des élections, c'était pas pour améliorer le processus électoral, mais c'était la gestion est opaque, on ne sait pas ce qui se fait, le président est le seul à savoir ce qui se passe. Tout ça là, c'était autour de quoi? Du budget. Nous avons coupé 40% de ce qui pouvait être de ce budget. Pourquoi? L'achat des matériels lourds, on va dire non, on ne peut pas l'envoyer à l'administration. Celui qui les achetait n'était même pas commissaire aussi. Donc on peut bien l'acheter à partir de l'administration. Des urnes, par exemple, doivent pouvoir servir à plusieurs élections. Mais à chaque élection, on était en train d'acheter tout ce qu'on a acheté pendant l'élection passée, même si les élections étaient rapprochées. Nous avons renvoyé ça à l'État pour fournir à la CENI en son temps les urnes, les isolats, les kits bleus, les groupes électrogènes, le matériel informatique non sensible et tout ce qui peut être sensible après est resté sous le contrôle de la CENI. Ça, c'était le premier volet de gestion. Après, on s'est dit, là où il y a le problème, on dit qu'il y a eu la discrimination. Aujourd'hui, la CENI existante, il n'y avait absolument aucun critère de participation à la CENI, sauf si tu avais une gueule dure. C'est ainsi qu'on a vu des gens qui sont représentés à la CENI qui n'ont absolument aucune présence sur le plan national politiquement. Qui, par exemple, à la CENI actuelle comment on appelle ça? Pascal Tolno. Quelle est son audience politique? Mais il était Dites-le-moi, non, il était là-dedans.
quelle était l'audience politique de Mouktar Diallo ou de Boubacar Silla pour être là-bas par rapport à d'autres? C'est relatif toujours. Donc, aussi, le choix, et le BL, mon admiré jeune frère Faya l'a dénoncé en son temps, le choix n'a pas été fait d'un point de vue technique. On y a envoyé de la famille. Ça, vous le savez, je l'ai dénoncé même ici aussi. On a envoyé belle-sœur, on a envoyé beau-frère, on a envoyé copine, on a envoyé fille, etc., etc. Nous nous sommes dit, il faut de la représentativité désormais pour être à la CENI. Pour cela, ce n'est pas combien de temps tu passes dans les studios en train de critiquer, mais est-ce que tu as participé à des élections? Il a été dit d'une CENI technique que politique, n'est-ce pas? Non, c'était une possibilité. Autant que se faire se peut. C'est l'expression même qu'on a été. D'une CENI technique. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit autant se faire que peut. Oui, mais pourtant, ce que dénoncent certains de... J'en arrive. C'est pour que vous soyez partie prenante désormais. Pourquoi cette CENI technique, justement, n'a pas été possible aujourd'hui? Oui, justement. Je ne sais pas, vous regardez votre téléphone, vous n'avez pas suivi. Je dis qu'en Guinée, rien que le nom t'envoie dans un camp, même si tu ne veux pas. J'ai donné l'exemple. Si tu t'appelles Keïta, on dit ah non, lui ne peut être que du RPG. Diallo, Barry et autres ne peut être que de l'UFDG. Et notre loi majeure, qui est la Constitution, dit que seuls les partis peuvent participer à des élections législatives et présidentielles. Nous nous sommes dit donc, ceux qui participent à ces élections, laissons-leur, sont mieux indiqués pour désigner leur arbitre. Maintenant, pour arriver à la composition, quand on a pris tous ceux qui ont participé aux élections présidentielles, il y avait 8 aux dernières élections présidentielles. Aux dernières élections législatives, il y avait 22. Ça faisait 30 pour 14 places. Nous avons voulu des critères objectifs. On s'est dit donc, en plus de ces deux critères, celui qui a au moins 2 députés à l'Assemblée. Mais pour ne pas que ce soit ce bicéphalisme ou ce tricéphalisme que vous insinuez, nous avons dit chaque mouvance doit être représentée à la CENI par au moins 3 entités. Le RPG n'a pas dans la mouvance d'autres partis qui aient participé au présidentiel ou qui est deux députés. Donc on aurait dû garder les 7 de la mouvance. Mais non, la loi nous oblige à donner 2 autres au moins à chose. Et de l'autre côté, le BL, parce que son président a participé aux élections présidentielles, doit y être. L'UPG de Jean-Marie Doré, parce qu'il a 2 députés, doit participer. L'UDD de Mamadou Silla, l'UDG de Mamadou Silla, qui a aussi 2 députés, doit pouvoir participer, plus l'UFDG et le RPG. Je voulais juste préciser que par rapport à ce critère, est-ce qu'il y a un critère préétabli pour la désignation de ces commissaires à la CENI par Absolument, on a dit aussi. C'est quoi le critère fondamental pour être là-bas? On a dit chaque commissaire doit être au moins du niveau de licence et justifier d'une expérience du processus électoral. Alors, c'est-à-dire on ne peut plus envoyer son cousin ou son neveu. Maintenant, ce que dénoncent certains honorables députés, ils estiment que la procédure qui a prévalu à l'adoption de cette loi n'avait pas été respectée. Habituellement, que quand il y a des lois de tel ordre, par exemple, ça passe par des commissions, chaque député a la copie, et puis ils en discutent d'abord en commission et en intercommission avant que la loi ne soit adoptée. Mais pour le cas précis, d'ici, le député Silaba, que nous avons eu, Sabari FM a eu en interview, l'invité d'une l'une de nos éditions, il a dit clairement que ce document elle a été parachuté, ce n'a été que le dernier jour, carrément ils ont obtenu le document, il n'y a pas eu de discussion. Le problème de l'honorable Silaba, c'est que sa femme est commissaire, et selon ses critères, elle a 0% de chance d'être reconduite. Deuxièmement, nous allons aussi amender le corps électoral pour enlever le plus fort reste.
Si le quotient c'est 40 000 pour avoir un député, on ne peut plus venir député ici avec 17 000 seulement. Et par ça là aussi, il a très peu de chances de venir aussi. Voici à cause de son cri. La plénière. Il n'est pas le seul. Hein. Il n'est pas le seul. La plénière. Vous permettez, même dans le camp de la mouvance présidentielle, je vais bien le citer, il y a bien Yao Kanté que vous connaissez mieux également, qui dénonce cet aspect. Il est de la commission affaires étrangères. Ce sont des députés qui sont venus avec le plus fort reste. Ils sont seuls. C'est-à-dire, ils voudraient peut-être au cousin qui est vice-président du parti l'envoyer trouver du job. On a dit, on ne peut plus envoyer comme ça. Il faut avoir une représentativité. Mais, pour vous dire que, en termes de procédure, l'Assemblée générale, la plénière est souveraine pour décider de la méthode. Pour le règlement intérieur, qui est une loi organique, on a une opposition qui a une minorité de blocage. Nous ne pouvons pas faire passer une loi organique à nous seuls, la mouvance. Donc nous avons mis des commissions tripartites, représentées par 2 par exemple, ou 3 de chaque groupe parlementaire. Et réfléchissez, proposez-nous une bouture. On réfléchit, chacun va dans son groupe parlementaire, il a un débat, on fait des observations, on revient jusqu'à ce qu'on tombe d'accord sur une mouture au nom des 3 groupes parlementaires, et c'est ce qui a été présenté. M. Silaba du groupe de l'UFR, tantôt le matin il est là-dedans, le soir il n'est pas là-dedans, il n'a participé à aucun de ses comptes rendus, et ça nous ne pouvons... Si tu me permets, mais ici on a reçu un député ici qui a dit que il y a parfois des décisions qui sont des lois qui viennent en plénière alors qu'ils ne sont pas passés en intercommission. Est-ce possible? Oui, parce que la loi aussi dit que le président de la République a le droit d'envoyer en procédure d'urgence dans l'intérêt supérieur de la nation n'importe quelle loi. Alors s'il nous dit, par exemple pour Sois Petit, on nous demandait, la délégation est là-bas, mais vous avez une loi qui dit que vous ne pouvez rétrocéder des prêts que pour 10 ans, alors que vous ne pouvez pas rembourser 1,4 milliard et quelques en 10 ans, il faut au moins 20 ans. Donc il faut corriger ça. Notre mission est déjà là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? On nous envoie ça, c'est pour nous donner un prêt d'1 milliard et quelques. C'est notre loi qui dit que c'est 10 ans de rétrocession avant de rembourser pour qu'on aille à 20 ans. Et alors là, mon cher, on donne à une commission, on explique en plénière, c'est une urgence, c'est demandé par le président de la République et nous votons. Voilà, avec Honorable Damaro Camara, président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel, nous allons terminer cette émission par cet autre volet, c'est les résultats du baccalauréat session unique 2018, taux de réussite 26,04%, rapidement, sans trop de... Oui, vous avez dû voir sur les réseaux sociaux que j'ai demandé à ce qu'il y ait une année blanche en Guinée. Ah bon? Oui. Par rapport aux résultats? Non, j'ai dit par rapport au système éducatif. Par rapport au système éducatif. Allez-y sur le net. Demandez les 200 meilleures universités de l'Afrique. Il n'y a pas une seule qui soit guinéenne. 200 meilleures universités en Afrique. Pas d'une seule n'est guinéenne. Même la Mauritanie en a. Je me dis, ça c'est quelque chose. 2016, 16 000 étudiants sortis de nos universités, il n'y avait que 150 qui ont fait mathématiques. Ça ne suffit même pas pour une commune de Conakry. Nos enfants n'ont pas de professeurs de mathématiques, de physique ou de chimie aujourd'hui à l'intérieur. On ne forme que des sociologues dans la rue. Il y a lieu de refondre, mais je ne crois pas qu'un mois ou 2 mois ou bien 2 semaines de séminaire ou un travail de commission puisse se régler. Il faut remettre à plat. On ne peut pas formater nos enfants aujourd'hui comme c'est fait et demain pouvoir les remouler pour en faire d'autres hommes. Non, ils vont vivre avec l'espérance de vie, ils vont vivre 80 ans, 90 ans. À partir de maintenant, c'est un risque que le pays porte. Une année blanche, c'est quand même assez facile là, de le dire. Vous savez quand même que le système il est très profond. Mais c'est ça, à cause de cette profondeur, à cause du niveau. Vous pensez qu'en une année, on peut régler? Non, au moins qu'on y réfléchisse pendant une année pour redémarrer.
Mais il faut commencer quelque part. Oui, mais il faut faire quelque chose. Ça consisterait à quoi alors, concrètement? Refondre totalement. Comment? C'est facile de dire refondre. En faisant quoi? Par vous exemple. n'êtes pas spécialiste de choses. Non, vous proposez quoi, par exemple? Mais attends. Parce que c'est pas... il y a des experts nationaux. Ce serait un grand recul. Hein. Oui, parce qu'on dit quand même une année blanche. Oui, mais pas de titre. c'est un grand recul. Un grand recul. Un recul en perdant un an que de perdre toute sa vie. Oui, mais pourtant, ils sont sortis là. Vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que ça soit facile qu'on puisse refonder l'éducation, comme vous le dites, en une année seulement? Je pense pas. Non, je dis. Oui. Qu'est-ce qui manque? Comprenez-moi. Nous n'avons pas de système maîtrisé. Comment pouvez-vous comprendre? Je viens de vous donner un exemple qui est alarmant. Que sur 16 000, qu'on n'ait que 150 mathématiciens. Qu'en 9 ans, qu'on puisse payer à des universités privées 1300 milliards. À quoi ressemble ce nouveau système que vous pensez là? Mais écoutez, si je l'avais, je l'aurais proposé. Il y a des experts nationaux. Donc vous dites seulement comme ça qu'on arrête l'année? On a besoin de s'asseoir pour réfléchir. Mais je trouve que c'est tellement profond qu'on a besoin d'avoir une longue réflexion pour pouvoir aboutir à un résultat. Ça vous fait vraiment peur, hein? Non, le système éducatif guinéen vous fait peur. Il me fait peur. Ouais. Écoutez, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mesurer les choses sur soi-même. Je dirais, je m'en fous, tous mes enfants ont étudié aux États-Unis. Mais écoutez, je vois des enfants, ils viennent et te disent, je veux faire un stage. Tu as fait quoi? J'ai fait lettre. Tu lui fais ta demande. Tu ne peux pas lire sa demande. Que pensez-vous de ce que certains qualifient de vrais résultats? C'est devenu une habitude, le vrai résultat dans les jeux. On nous fait comprendre que les vrais résultats n'ont pas été donnés. Voilà, pourquoi? Bon, juste parce que l'État n'a pas d'argent pour pouvoir orienter les étudiants dans les universités privées. S'il a la preuve que quelqu'un a eu 10 de moyenne au bac, on ne l'a pas donné le bac, qu'il la sorte. Mais il a bien dit qu'il a les preuves, le rapport. Il a plus de 10 000 enseignants qui sont affiliés à lui. C'est eux qui ont corrigé. C'est pas les députés qui ont Merci, cher chroniqueur. Merci beaucoup. Merci également à notre invité. On aurait passé quand même toute la soirée avec notre invité pour parler de l'actualité. Merci, honorable Damaro, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci, c'est à moi de vous remercier. Que M. Souma dise à ses enseignants d'amener la... D'accord. Voilà, c'est sur ce mot que nous refermons pour le final de cette émission. Vous nous avez pratiqué par le biais de Faute Ngolais 102.9, également Pacifique FM 96.6. Il y a nos sites partenaires qui reprennent cette émission. La version vidéo est bien sûr accentguinée.com, guinétime.com, le dépêche guinée.com, nouvelleguinée.com, leguinéen.net et tous nos supports de communication, page Facebook Sabari FM officiel, mais également Saba TV et Guinée. Merci de nous avoir choisis. On se donne rendez-vous demain et le programme de demain, nous aurons une fille qui revient de la Libye qui va faire son témoignage. Demain, elle sera notre invitée. Nous allons parler de l'immigration. Merci à tous. On se reprend demain. D'ici là, portez-vous bien.